Nous commençons à Maplewood Drive, une rue de banlieue typique, des maisons à 2 étages avec des pelouses en vinyle craquelées brunies par la sécheresse de l'année dernière et des vélos pour enfants éparpillés dans les allées. L'air est frais avec ce froid automnal, alors que les citrouilles sont assises de travers sur les porches, certaines sculptées, d'autres attendant, un camion gronde à cause du bruit du silencieux. C'est la classe moyenne de Hilliard, Ohio, ni riche ni pauvre, où les gens vont travailler, rentrent à la maison et essaient de réduire leurs factures. David Grayson arrive dans son allée à 18h15, jetant son gilet orange dans son vieux camion. Il reste un moment assis tranquillement à regarder la porte du garage, coincé depuis 22 ans. À 38 ans, ses larges épaules commencent à s'arrondir et sa barbe cache les rides d'une vie passée à travailler dur sous le soleil. C'est un gars calme, fiable, toujours à l'heure, n'attendant jamais de remerciements. À l'intérieur de la maison, ça sent le café rassis et autres. Kelly s'est réchauffée pour les enfants. Le salon est en désordre, un canapé affaissé, des canettes monstrueuses sur la table basse et un vaisseau spatial Lego à moitié fini. La télé est allumée et diffuse une émission de rénovation domiciliaire. David enlève ses bottes poussiéreuses et jette ses clés sur le comptoir. Quelle, dit-il, dit que sa voix est dure après une longue journée. Aucune réponse. Il vérifie l'heure, 6h17. Elle est déjà au bar et travaille à nouveau de nuit. Il prend une bière dans le réfrigérateur et en boit une longue gorgée, sentant la mousse froide lui toucher la gorge sèche. À l'étage, Ethan 10 est scotché à sa Nintendo Switch. Sophie s'y fredonne dans sa chambre, entourée de Barbie. David s'arrête à la porte de Sophie. « L'as-tu mangé » demande-t-il. Elle rayonne, « Maman a fait des macaronis au fromage. J'ai mangé 2 bols. » David sourit et continue. Ethan est toujours obsédé par son jeu et, la nourriture ? David dit, « Maman a laissé quelque chose dans le micro-ondes. » Ethan lève à peine les yeux. « Je mangerai plus tard. » David fronce les sourcils. « Mangez maintenant. » Ethan gémit et se traîne en bas. David regarde, puis retourne à sa bière. C'est leur rythme. David et les enfants tiennent le fort pendant que Kelly travaille la nuit au robinet rouillé. Les bars offrent de meilleurs prix et les choses sont serrées. Des pneus neufs pour le camion, des frais de scolarité, un chauffe-eau en panne. Les quarts de nuit ont des conséquences néfastes sur tout le monde dans toute la ville. Le robinet rouillé est vivant. Les enseignes au néon scintillent. Le jukebox joue Springsteen à un bourdonnement familier. En arrière-plan, Kelly, 35 ans, se tient derrière le comptoir en train de l'essuyer. Elle l'a toujours. Cheveux foncés et chignon en désordre. Des yeux verts qui s'illuminent lorsqu'elle sourit. Elle a le look, le charme suffisant pour continuer à recevoir des pourboires. Un autre, Jimmy ? Demande-t-elle en désignant un habitué. Il fait glisser son verre vers elle, un peu plus à moitié vide. La flatterie vous rapportera un glaçon supplémentaire, dit-elle en lui en versant le double. Le robinet rouillé est loin d'être glamour, des sols collants, des tables de billard tordues, des toilettes qui sentent l'eau de Javel et pire encore. Mais c'est la sienne. Elle connaît les boissons de chacun, leurs histoires, les blagues stupides, un peu de flirt ici et là pour que les pourboires coulent à flot. Mais elle sait où fixer la limite. David lui fait confiance. Que peut-il faire d'autre ? C'est sa femme, mais les nuits s'éternisent. Vers 23h, les pieds de Kelly lui faisaient mal et la foule s'était réduite à quelques personnes têtues qui n'étaient pas prêtes à partir. Elle a jeté un coup d'œil à son téléphone pour voir des messages de David, des trucs de routine sur les enfants ou des rappels comme « N'oubliez pas le lait ». Elle répondit rapidement en levant le pouce et remit le téléphone dans sa poche. Même vieille routine, mais ces derniers temps, cela lui semblait plus lourd, comme un poids dont elle ne pouvait pas se débarrasser. Un autre verre, une autre blague forcée, et elle se demanda depuis quand la vie était devenue si prévisible. À la maison, David était assis sur le canapé et ouvrait sa 2e bière. Les enfants étaient soit au lit, soit suffisamment calmes pour que la maison se sente vide. Il feuilleta son téléphone, mise à jour météo, message professionnel concernant un travail de démolition la semaine prochaine. Il a pensé à envoyer un SMS à Kelly. Mais qu'y avait-il à dire ? Tu me manques. Elle rirait, elle le traiterait probablement de doux. Au lieu de cela, il raccrocha le téléphone et regarda le plafond, écoutant le bourdonnement du réfrigérateur. Le silence ne le dérangeait pas. Il avait grandi avec ça. Son père, soudeur, était toujours sur la route et sa mère travaillait en double dans un restaurant. David a appris à prendre soin de lui-même désormais,
avec une famille, une maison et un travail stable. Il avait ce dont il avait besoin. Mais Kelly voulait plus, une maison plus grande. Il ne pouvait pas se permettre de vivre sans nettoyage nocturne. Il hochait la tête et disait un jour, mais il ne savait pas comment y arriver. Il était presque 22 heures. Elle serait à la maison vers 14h30, peut-être 15h. Si elle travaillait tard, il dormirait au moment où elle se lèverait à 17h pour son service. Il a écrasé la canette de bière et l'a jetée à la poubelle. Il heurta le bord et tomba au sol. Il ne l'a pas récupérée. Demain. Il pensait que tout attendait toujours demain. Samedi matin, le temps était gris, avec des nuages bas qui planaient sur Hilliard, menaçant de pluie. C'était calme à Maplewood, à l'exception d'un chien lointain qui aboyait et du vent qui bruissait les feuilles. David était dans le garage en train de jouer avec la tondeuse à gazon. L'ancien moteur Brigg & Stratton hérité de l'ancien propriétaire était à bout de souffle. Il était accroupi sur le sol, entouré d'outils, les mains tachées d'huile, concentré uniquement sur sa tâche. Il y avait de la paix à ce moment, aussi bref soit-il. Kelly est parti vers midi vêtu d'un sweatshirt et d'un jean délavé de l'Ohio State. Sa Chevrolet Malibu ne voulait pas démarrer ce matin-là. Juste un clic quand elle tournait la clé. Elle pensait que c'était la batterie, mais elle n'en était pas sûre. David était occupé avec la tondeuse et il détestait jouer avec les voitures. Alors, au lieu de s'en occuper, elle a traversé la rue jusqu'à la maison de Mark Taylor. Mark avait emménagé récemment et avait acheté la maison au Miller. Il mesurait environ 40 ans et avait des cheveux noirs grisonnants au niveau des tempes. Il travaillait comme mécanicien et sa Dodge Ram était toujours garée dehors, couverte de taches d'huile. Les voisins le connaissaient comme un gars prêt à tout, tondre la pelouse, pelleter la neige. Il était toujours prêt avec un sourire paresseux, ses yeux perçants et curieux. Kelly a frappé à sa porte. Mark l'ouvrit presque immédiatement, une bière à la main, un match de football diffusé à la télé derrière lui. « Kelly, dit-il avec un sourire narquois, quoi de neuf ? Ma voiture est morte. Dit-elle en hochant la tête vers elle. Malibu, je pense que c'est la batterie. Pouvez-vous le vérifier ? Il s'appuya contre le cadre de la porte en sirotant sa bière. Mais cela va vous coûter cher. Elle roula des yeux mais sourit. Je travaillais au bar. Allez-vous vraiment m'envoyer une facture ? Je pensais que les voisins s'entraidaient pour de jolis voisins, a-t-il déclaré avec un clin d'œil, sortant et claquant la porte derrière lui. La batterie va bien, a-t-il dit en reculant. C'est probablement le déclic quand vous essayez de le démarrer correctement. C'est cher à réparer, a-t-il demandé, en essuyant l'huile de ses mains avec son jean, il a dit que je pouvais le mettre demain matin. Pas de problème, il dit en s'approchant un peu, je peux rater quelques buts pour toi. Kelly sentit une rougeur mais ne s'éloigna pas. Elle croisa son regard. Attention, Mark, je suis marié. Je sais qu'il a souri. Mais tu es venu ici, n'est-ce pas ? J'aide juste. Elle rit bruyamment comme elle le ferait dans un bar après une blague stupide. D'accord, héros, quand peux-tu le réparer ? Elle a demandé. Demain matin, apportez du café et je m'en occupe. Nous avons un accord, dit-elle déjà en se tournant pour partir. Ne t'attends pas à ce que je te prépare une tarte. Je ne dirai pas non. L'appela-t-il, son rire s'effaçant lorsque la porte se referma. De retour à la maison, Kelly avait toujours un petit sourire aux lèvres. À l'intérieur, la maison était chaude et sentait les restes de café. Elle jeta son sweatshirt sur le canapé et se dirigea vers la cuisine, où David avait déjà quitté le garage. Il se lavait les mains au lavabo, une serviette en bandoulière, une bière fraîchement ouverte sur la table. « Où étais-tu » demanda-t-il sans lever les yeux. « Des marques » dit-elle en sortant une eau du réfrigérateur. « La voiture ne démarre pas. C'est le démarreur. Il le réparera demain. » David hocha la tête, se tournant pour s'essuyer les mains. Il lui jeta un rapide coup d'œil, remarquant quelque chose dans sa voix, quelque chose de plus détendu dans sa position. Elle semblait plus légère, presque comme si elle venait d'entendre une bonne blague. « Fatigue » marmonna-t-il en l'essuyant. « Nous sommes tous les deux fatigués, c'est tout. »« Où est-ce qu'il vous a chargé » demanda David en brisant le silence. « Rien » elle haussa les épaules en buvant une gorgée d'eau. « Il a une pièce de rechange. J'ai juste besoin de lui apporter du café. » David était assis à table, écoutant à moitié. « Un gars généreux, ouais, dit-elle,
souriant en solidarité avec le quartier. David la regardait se déplacer dans la cuisine en se coiffant et fredonnant dans sa barbe. Quelque chose était différent chez elle aujourd'hui, mais il n'arrivait pas à le situer. Peut-être que c'était juste la voiture qui était réparée gratuitement, ou peut-être qu'il réfléchissait trop. « Ça va ?» demanda-t-il presque distraitement. Elle se figea une seconde avant de se tourner vers lui, un sourcil levé. « Ouais, pourquoi ? » « Peut-être parce que je ne suis pas derrière le bar, a-t-elle répondu d'un ton taquin. « Ou peut-être parce que vous n'êtes pas obligé de dépenser la moitié de votre salaire pour une voiture. » Peut-être, il a hoché la tête, acceptant la réponse. Il pensait que tout irait bien, du moins c'est ce qu'il pensait. Une semaine plus tard, Mark avait réparé la voiture et David était dans la cour quand Kelly et Mark se sont terminés en riant, une tasse de café à la main, tandis que Mark a fait un signe de tête à Mark alors qu'il descendait, s'essuyant les mains sur son jean. « Merci, mec. » David a dit en serrant la main de Mark. « Pas de problème. » Bien. Mais bientôt, Kelly a commencé à mentionner davantage Mark. Lundi, elle a mentionné avec désinvolture qu'elle lui avait emprunté un tournevis parce que la poignée de porte était desserrée. Elle est revenue avec l'outil et un sac de biscuits de Mark, affirmant que sa sœur en avait préparé trop. David n'y prêta pas beaucoup d'attention, même si l'idée le harcelait une demi-heure pour un tournevis, mais il l'écarta. Mercredi soir, après le dîner, Kelly a de nouveau traversé la rue. « Je vais voir Mark », appela-t-elle depuis la porte. « Il va vérifier la cafetière. » Puis elle claqua la porte avant qu'il puisse répondre. David regardait la porte fermée, le bourdonnement de la cafetière résonnant toujours à ses oreilles. Cela faisait un mois et il venait juste de s'y habituer. Il ouvrit le rideau et vit Kelly entrer dans la maison de Mark de l'autre côté de la rue. Sa silhouette apparut dans l'embrasure de la porte et elle revint 40 minutes plus tard, souriant du même sourire facile qu'elle avait eu il y a une semaine. « Et la cafetière ?» demanda-t-il alors qu'elle enlevait ses baskets. « Juste un problème de filtre » dit-elle en haussant les épaules. Mark a dit qu'il le réparerait demain si nous l'apportions demain. David haussa un sourcil. « C'est notre réparateur personnel maintenant ?» Kelly rit et se dirigea vers la cuisine pour chercher de l'eau. « Il vient juste d'aider. » David suivit son ton aigu. « C'est étrange que tu sois là-bas si souvent. » 2 fois par semaine, ce n'est pas tous les jours, dit-elle avec un léger défi dans la voix. « Détendez-vous, ce n'est qu'un voisin. » David retint une réponse assis sur le canapé. Sophie accourut et lui tendit un dessin, mais l'arrière-goût persistait. Kelly avait raison, 2 fois par semaine, ce n'était pas tous les jours, mais quelque chose n'allait pas. C'était peut-être la façon dont elle parlait de Mark, décontractée, trop facile, comme s'il faisait déjà partie de leur routine. Vendredi, les soupçons de David grandissaient. Kelly est partie pour un rare quart de jour au robinet rouillé. La pluie retardant les travaux, David a décidé de nettoyer le garage. Alors qu'il fouillait dans les cartons, il entendit la Dodge de Mark s'arrêter. Mark s'étira et jeta un coup d'œil de l'autre côté de la rue. Ils échangèrent un signe de tête, juste un simple bonjour. Mais ensuite Mark s'est dirigé vers sa boîte aux lettres et David a remarqué la cafetière posée sur le porche de Mark. C'était le même que Kelly avait affirmé ne pas avoir apporté la veille. David se figea en le regardant. Il traversa la rue en essayant de garder un ton neutre. « Et, Mark, c'est que notre cafetière, Mark, l'a regardé et a haussé les épaules. « Ouais, Kelly l'a apporté hier soir. » « Elle a dit que tu le réparais hier soir, » dit David, son froncement de sourcils s'approfondissant. « Kelly est passée pendant que je commandais une pizza. Elle a dit que tu étais occupé avec les enfants et m'a demandé d'y jeter un. » Aïe. Je n'avais pas encore le temps. David hocha la tête, même si quelque chose n'allait pas. Il n'avait pas été occupé avec les enfants. Il avait regardé la télévision avec Kelly jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Pourquoi mentirait-elle à ce sujet? Il se força à sourire. D'accord, merci, nous allons trouver une solution. Pas de problème, dit Mark en lui frappant l'épaule. Avant de rentrer, David attrapa la cafetière et retourna au garage en la posant sur l'établi. Il le regarda, se demandant pourquoi Kelly avait menti sur ce qui s'était passé. Peut-être qu'elle avait juste oublié. Ou peut-être qu'il y réfléchissait trop. Ce soir-là, Kelly revint du travail en jetant son sac près de la porte. David a cuisiné des pâtes avec une sauce en pot. Simple, mais les enfants ont aimé. Kelly ébouriffa les cheveux de Sophie et s'affala sur une chaise. Ce fut une sacrée journée, dit-elle en se frottant le cou.
Un type a renversé de la bière sur le comptoir et s'est plaint de mon travail trop lent. David la regarda en train de remuer la sauce. J'ai récupéré la cafetière de Marc. Kelly se figea une seconde puis hocha la tête. Oh ouais, je l'ai apporté hier soir. J'ai oublié de te le dire. L'a-t-il réparé? Non, il a dit que vous étiez entré pendant qu'il commandait une pizza. David croisa les bras. Il a dit que j'étais occupé avec les enfants. Kelly rit légèrement et détourna le regard. Eh bien, je ne voulais pas vous déranger. Sophie et toi regardiez quelque chose. Droite? Je l'ai regardé avec toi. David corrigea sa voix, ferme, mais portant une ombre. Vous vous êtes endormi. Je t'ai réveillé et tu es allé te coucher. Elle haussa les épaules, lui adressant un sourire forcé. Oh, je me suis trompé. J'étais fatigué. Mon cerveau est partout. L'essentiel c'est qu'il y ait une cafetière à la maison, non? David hocha la tête et retourna au fourneau. Ouais, le principal c'est que tu sois à la maison. Pourquoi a-t-elle demandé? Un peu sur la défensive, David n'a pas insisté. Elle était fatiguée, c'est arrivé. Les enfants se sont assis et le dîner s'est poursuivi comme d'habitude. Sophie parlait de l'école, Ethan se plaignait de ses devoirs, Kelly plaisantait sur le fait de déménager dans un endroit sans professeur. David mangeait en silence. La regardant. Elle semblait la même, fatiguée, un peu irritable. Mais quelque chose n'allait pas, comme une ombre vacillant dans le coin de sa vision, disparaissant lorsqu'il se tournait pour regarder. Une fois les enfants couchés, David est sorti pour fumer une rare cigarette, ses nerfs prenant le dessus sur lui. Il observa la maison de Marc de l'autre côté de la rue, les lumières allumées et les ombres se déplaçant derrière les rideaux. Peut-être que c'était juste de la pizza, du football et de la solitude, ou peut-être quelque chose de plus. Il expira lentement, son esprit toujours occupé par la cafetière. Demain, il demanderait à nouveau, ou peut-être pas. Il n'en était pas encore sûr, mais les doutes discrets persistaient. La soirée était humide, la pluie tombait toute la journée et laissait un froid humide dans l'air. David se dirigeait vers une équipe de nuit inattendue, un appel urgent concernant un tronçon de route effondré. Il a attrapé son F-150 et est parti vers 6 heures, envoyant un petit retour le matin à Kelly. La maison était calme, Sophie était blottie contre son lapin et Ethan dormait déjà avec son interrupteur sur la table de nuit. Le seul bruit était le bourdonnement du réfrigérateur et le doux crépitement de la pluie sur les fenêtres. Kelly était assise sur le canapé et faisait défiler sans but TikTok. Elle était partie plus tôt du bar. Presque personne ne se présentait à cause du temps, et maintenant elle se sentait agitée, l'esprit perturbé. Au bout d'un moment, elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, tirant le rideau de l'autre côté de la rue. Le garage de Marc était faiblement éclairé. La porte était légèrement ouverte et elle pouvait entendre le léger tintement du métal. Sans trop réfléchir, elle a enfilé des baskets, a attrapé un parapluie pour le spectacle et s'est mise sous la pluie. Elle traversa la rue, frappa à la porte du garage de Marc et attendit. Quelques secondes plus tard, Marc apparut, chemise tachée d'huile et clé à main, un sourire paresseux sur le visage. « Et Kelly » dit-il en s'essuyant les mains avec un chiffon. « Quoi de neuf ? Quelque chose s'est encore cassé. » Non, dit-elle en entrant et en pliant le parapluie. Je m'ennuie tout simplement. La maison est calme. David est en service. Les enfants dorment. Marc haussa un sourcil, jeta le chiffon sur l'établi et s'appuya contre celui-ci. Le garage sentait l'essence et le métal, encombré d'outils et de vieilles pièces. Il croisa les bras pour la regarder. « Tu t'ennuies » demanda-t-il, « et tu pensais que je viendrais te divertir. » Elle rit, lui lançant un regard lent et taquin. Marc sourit, « Je peux divertir, mais tu es marié, Kel, ou est-ce que ce n'est plus une chose ?» Elle s'arrêta, rencontrant son regard. L'air entre s'épaissit puis elle haussa les épaules avec nonchalance. « Ça compte, mais ce n'est pas pour ça que je suis là. » Il tendit le mot différent, hein. Confiance, fort et calleuse, et elle ne pouvait s'empêcher de regarder. Le garage était silencieux, à l'exception du bruit des outils et de la pluie, mais la tension augmentait. Elle pouvait sentir sa chaleur à côté d'elle, l'odeur piquante de l'huile dans l'air. « Tu es toujours aussi calme ?» demanda-t-elle en essayant de briser le silence. « Seulement quand il y a quelqu'un à proximité qui parle trop » dit-il en la regardant avec un sourire narquois. « Mais tu ne fais pas partie de ces personnes. » Pas un de ceux-là, acquiesça-t-elle,
sa voix plus douce maintenant. Elle posa le tournevis, croisa les bras et se pencha un peu plus près. « Lequel es-tu, Marc ?» Il se redressa et laissa tomber la clé sur la table, réduisant ainsi l'espace entre eux. Un de ceux qui ne refusent pas quand on le leur propose. Avant qu'elle ne puisse répondre, il l'attrapa par la taille, l'attirant plus près. Elle ne s'est pas éloignée. Ses mains reposaient sur sa poitrine, agrippant sa chemise alors que le baiser arrivait rapidement, urgent, comme quelque chose qui s'était accumulé depuis plus longtemps qu'aucun d'eux ne voulait l'admettre. La pluie a adouci tout le reste dans le garage exigu. Il se déplaçait avec une urgence brute, le monde extérieur s'estompant. C'était désordonné, impulsif et échappait à la routine. Quand ce fut fini, Marc recula, rougit mais sans regret. Il attrapa une bière sur l'étagère, l'ouvrit et but une gorgée, la lui offrant. Elle secoua la tête, s'essuyant la bouche du revers de la main. « Est-ce que la distraction en valait la peine ?» demanda-t-il d'une voix. Elle rit sèchement, « Je suppose. » Alors il fit un signe de tête en direction de la porte. « Jusqu'à la prochaine fois. » Kelly attrapa son parapluie et sortit sous la pluie, sans se retourner. Ses vêtements étaient trempés, mais rien ne pressait. La maison était aussi calme qu'avant, mais maintenant le silence semblait différent, plus lourd. Elle ôta ses vêtements mouillés, se doucha rapidement et se mit au lit. Son cœur battait toujours la chamade, mais son esprit était vide. Marc finit sa bière, éteignit la lumière du garage et laissa le silence s'installer. Le garage, désormais froid et encombré, retrouva son état habituel, plus de pensée, juste la satisfaction d'une tâche accomplie. Pendant ce temps, David se réveillait tôt. Ressentant toujours le poids de son travail de nuit. Il resta allongé là, écoutant la douce respiration de Kelly, ses marmonnements fatigués de la nuit précédente. Il ne l'a pas réveillée. Au lieu de cela, il resta allongé à côté d'elle et se rendormit. C'était son rare jour de congé, les enfants dormaient encore et pour une fois rien ne pressait. Il se leva, s'habilla avec désinvolture et descendit. La cuisine était sombre, éclairée uniquement par la lumière grise traversant les rideaux. La cafetière était là, toujours cassée, et même si Kelly avait promis que Marc la réparerait. Rien n'avait été fait. David l'a allumée, l'a entendu bourdonner puis l'a éteint. « Oh diable ça !» marmonna-t-il en attrapant le café instantané tout en attendant que l'eau chauffe. Il a regardé par la fenêtre de l'autre côté de la rue. Il a vu Marc sortir les poubelles, Kelly le suivant dans le même sweatshirt de la semaine dernière. Ils échangèrent des mots et tandis que Marc jetait le sac, il posa nonchalamment sa main sur son épaule. Le cœur de David s'emballa sur le site. Kelly rit, repoussant sa main, mais cela ne lui parut pas grave. Marc restait là à la regarder revenir, son sourire paresseux toujours en place. David resta figé à la regarder traverser la rue. Sa poitrine se serra lorsqu'elle atteignit le porche. Il pouvait entendre le cliquetis de la serrure alors qu'elle entrait dans la maison. Son estomac se tordit, l'image de la main de Marc sur son épaule persistant dans son esprit. « Tu es déjà debout. » La voix joyeuse de Kelly brisa le silence alors qu'elle entrait dans la cuisine. Ses cheveux étaient emmêlés et elle se frottait les yeux, toujours réveillée. « Je pensais que tu dormirais après la nuit dernière. » Il ne s'est pas retourné immédiatement. Ses poings se serrèrent, puis se détendirent tandis qu'il se forçait à respirer. Il se tourna vers elle, gardant une expression vide. « Je ne pouvais pas dormir. » Et dit-il légèrement d'une voix. « Tu veux du café ? » « Ouais, si ça marche, répondit-il. Elle hocha la tête et s'installa sur une chaise. Marc l'avait. Il a dit que le filtre était bouché mais qu'il n'avait pas eu le temps de le réparer. Je devrais juste en acheter un nouveau. David hocha la tête mais ressentit une pointe de colère. Ses mains bougeaient automatiquement tandis qu'il versait le café instantané, son esprit s'emballant. Marc venait de la toucher, de rire avec elle. Il plaça la tasse devant elle, en renversa quelques gouttes et s'assit. « Tu vas le voir souvent » demanda-t-il d'une voix aiguë. Elle leva les yeux en haussant les épaules, « Pas souvent. Il est à proximité et tu n'aimes pas bricoler. »« Je n'aime pas ça » approuva-t-il, la regardant toujours. « Et Marc adore ça » rit-elle en prenant une gorgée de café et en grimaçant, « Il fait trop chaud. »« C'est un gars normal. »« Il aide » dit-elle. « Tout le monde ne peut pas être comme toi, avec les mains au bon endroit, un gars normal » marmonna David dans sa barbe. Il vit comment Marc la touchait comme si elle n'était qu'une autre fille de bar. Il voulait dire quelque chose mais les mots ne venaient pas.
Que pourrait-il dire s'il lui disait qu'il avait vu Marc la tripoter? Je suis fatigué, dit-il en détournant le regard. C'était une nuit difficile. Ouais, tu le vois. Elle se leva, lui tapotant légèrement l'épaule. Alors qu'elle montait, David resta assis à regarder sa tasse, le café refroidissait devant lui, mais il avait l'impression d'avoir été heurté par un camion. Pas physiquement, mais à l'intérieur. Ce n'était pas juste un flirt inoffensif. Elle avait ri. Sa femme se leva et se dirigea vers la fenêtre. La maison de Marc était sombre, à l'exception de la lumière du garage, souriant comme s'il savait qu'il avait gagné. Le coup porté à sa fierté brûlait comme de l'acide. Il n'a pas traversé la rue, ni ne s'est précipité vers les Marques. Ce n'était pas son style. Il n'a pas crié, il ne s'est pas battu. Il était silencieux, toujours silencieux, même quand tout en lui criait. Les enfants descendirent, Sophie toujours en pyjama licorne et Ethan, les cheveux en désordre, tous deux bâillants. Kelly prépara le petit déjeuner et discuta avec eux de l'école. David la regarda sourire, cligner des yeux et rire comme si rien n'avait changé. Mais pour elle, peut-être que rien n'avait été fait. Peut-être que c'était juste un jeu pour elle, mais pour lui, c'était comme un coup de couteau dans les côtes. Il attrapa sa veste, marmonna, je vais aller me promener et sortit. Le froid lui mordait les joues et le vent lui ébouriffait les cheveux alors qu'il marchait lentement dans la rue devant la maison de Marc. Il ne l'a pas regardé, il ne voulait pas, mais l'image de la main de Marc, la façon dont Kelly riait, lui restait collée à lui comme de la boue sur ses chaussures. Il ne savait pas quoi faire, rester silencieux, attendre que cela s'estompe ou lui faire face. Pour l'instant, il se contentait de marcher à chaque pas, une douleur sourde dans la poitrine. Après ce samedi, David a changé. À l'extérieur, rien n'était différent, mais quelque chose à l'intérieur a changé, un changement irréversible. Il n'interrogeait plus Kelly à propos de Marc et ne s'embarrassait plus de détails. Son silence devint plus lourd, plus aigu, comme une lame cachée dans sa poche. Il ne savait pas quoi faire, affronter Marc, crier après Kelly. Il n'était pas ce genre-là. Il réparait les choses, pas les cassait. Mais cette situation n'était pas quelque chose à régler. Il a donc décidé de creuser, pas pour se venger, juste pour obtenir des réponses. Après son quart de travail lundi, il s'est arrêté chez Home Depot et a acheté 3 caméras de surveillance sans fil. Le vendeur a demandé s'ils étaient pour la maison ou le garage. Pour tout, marmonna David en payant en espèces. Il a caché les caméras dans le garage et les a installées mardi soir, après que Kelly soit partie travailler et que les enfants dormaient. La première caméra était dirigée vers la cour et la maison de Marc, la deuxième cachée dans les buissons et la troisième dans le grenier, se concentrait sur le garage de Marc. Il a passé quelques heures à ajuster les angles, à vérifier les images via une application sur son téléphone. L'image était claire en mode nuit et le son était faible, mais suffisant pour être entendu. Il était assis dans le grenier, observant le garage vide de Marc, se sentant à la fois idiot et observateur. Quand il eut fini, il se coucha. La première entrée a eu lieu mercredi alors que David était au travail. Il a vu Kelly marcher jusqu'à la maison de Marc sur l'application au pas de sac ni de paquet en marchant juste rapidement comme si elle avait quelque chose à faire. 5 minutes plus tard, elle est partie et est entrée à l'intérieur. Cela semblait inoffensif, mais David remarqua comment elle regardait autour d'elle avant d'entrer. Il éteignit l'écran, ne sachant pas s'il s'agissait de la cafetière ou d'autre chose. Ce soir-là, pendant que Kelly préparait le dîner, David a de nouveau vérifié les caméras. Cette fois, il a vu Marc sortir du garage et s'approcher de Kelly debout près de la clôture. Il l'embrassa rapidement et brutalement. Elle le repoussa, mais sans plus de force, comme si cela faisait partie de la routine. David a regardé les images, sentant sa prise se resserrer sur son téléphone. Ce n'était pas comme l'incident de samedi, mais c'était quand même quelque chose. Lorsque Kelly entra dans la cuisine, agissant normalement, il resta silencieux. Elle ne semblait pas affectée, mais pour lui, c'était comme un coup de couteau dans les côtes. Jeudi en a apporté davantage. Kelly a dit qu'elle allait chez Marx pour des vis pour l'étagère de la chambre de bébé. David n'a pas dit grand-chose, mais lorsque son téléphone a sonné 1 heure plus tard, il l'a vu entrer à nouveau dans le garage de Marc. Cette fois, la caméra du grenier les a filmés dans l'ombre du garage, Marc la pressant contre le mur, les mains sous sa veste. Les images étaient rapides, sales, presque routinières. David l'a enregistré, en nommant le dossier Work et en ajoutant un mot de passe au cas où. Ce soir-là,
il lui demanda comment se passait l'étagère. Elle haussa les épaules, « Marc m'a donné les vis, je les réparerai demain. » David n'insista pas davantage, mais à l'intérieur il sentit quelque chose se tordre, une clarté maladive. Elle mentait, non pas à propos des vis mais à propos de ce qui se passait réellement avec Marc. Vendredi, la situation a empiré. David rentrait de son quart de travail et trouva Kelly en train de préparer une pizza. Il a vérifié discrètement les caméras. Les images de 15 heures montraient Kelly à genoux dans le garage de Marc, les mains dans ses cheveux. Moins d'une minute plus tard, elle se leva, s'essuya la bouche et partit. Marc s'assit, alluma une cigarette. David l'a regardé 3 fois, les images lui brûlant l'esprit jusqu'à ce que son estomac se retourne. Il est à peine arrivé aux toilettes. David a vomi doucement dans les toilettes, ne voulant pas que les enfants l'entendent. Ensuite, il s'est lavé le visage et a regardé son reflet. Son visage était gris, les yeux rouges, épuisé. En 3 jours, il avait rassemblé 5 vidéos, des rencontres rapides et sales avec Kelly et Marc. Il n'y avait aucune conversation, aucune émotion, juste de la proximité. Chaque rencontre était plus rapide et plus difficile que la précédente. Ce n'était pas un accident. David réalisa. C'était un schéma, une toile qui s'était formée derrière son dos alors qu'il était concentré sur son travail. Il ne l'a pas confronté, il n'a pas montré les vidéos, n'a pas frappé Marc ni crié après Kelly. Au lieu de cela, il l'observait tranquillement rire avec les enfants, préparer le dîner, embrasser Sophie pour lui souhaiter une bonne nuit. Elle était toujours sa Kelly, la mère de ses enfants, la femme qu'il aimait depuis 15 ans. Mais maintenant, il la voyait différemment, celle qui riait avec Marc, qui lui mentait au visage, et il ne savait pas quoi faire de ça. Pour l'instant. Il a rassemblé des preuves comme un détective, pas prêt à agir. Mais à chaque vidéo, la douleur augmentait. Le poids des images pesait lourdement sur son téléphone. Son esprit était embué à cause du manque de sommeil. Mais il a continué à agiter des drapeaux au travail et à plaisanter avec sa famille. Mais chaque fois qu'il regardait Kelly, 2 femmes apparaissaient devant lui, celles qu'il connaissait et celles qu'il ne connaissait pas. Dimanche soir, c'était calme. Les enfants se sont endormis tôt. Kelly partit pour son service de nuit au bar, lui disant de ne pas se réveiller. David restait derrière la maison, silencieux, à l'exception du tic-tac de l'horloge et du vent extérieur. Il s'assit sur le canapé, un whisky à la main, quelque chose qu'il buvait rarement. Il se versa un verre, la brûlure atténuant la douleur intérieure. Il pensait au pardon, non pas en mots, mais en fragments, en images. C'est peut-être juste une crise, pensa-t-il. Peut-être qu'elle est juste fatiguée par la routine, les nuits à cause de moi. Nous sommes ensemble depuis 15 ans, 2 enfants, Bill. Elle s'est perdue quelque part là-dedans. Il se souvenait d'elle à 20 ans, pleine de rêves, servant désormais de la bière aux camionneurs. Il soupira et but une autre gorgée. Peut-être que marquait sa façon de lâcher prise. Il secoua la tête. C'est peut-être ma faute. Je n'ai pas remarqué, je n'ai pas demandé. Je ne lui ai pas donné ce dont elle avait besoin. Le pardon semblait possible, mais pas facile. Il s'imaginait lui parler en lui disant « Je sais, réglons ça ». Il pouvait imaginer ses larmes, sa main sur son épaule, promettant de réessayer. Mais ensuite il a ouvert son ordinateur portable, attiré par la même application sur son téléphone, la dernière vidéo chargée heure 18h47, il y a moins d'une heure. Il s'attendait à davantage de la même chose. Un autre baiser rapide, une autre rencontre de routine. Mais ce qu'il vit lui coupa le souffle. La Dodge de Marc était garée devant sa maison, les vitres arrière sombres. Grâce à la caméra, David a vu Kelly sur la banquette arrière. Ses cheveux ébouriffés, son haut relevé, son soutien-gorge sur le côté. Marc était sur elle, ses mains agrippant ses hanches. Il bougeait lentement, paresseusement, comme s'il le savourait. David pouvait l'entendre gémir, un son qu'il n'avait pas entendu depuis des années. Marc murmura quelque chose et Kelly rit doucement. David ne cligna pas des yeux. Il observait, incapable de détourner le regard. Cela n'a pas été une affaire rapide dans le garage. C'était personnel. La façon dont elle bougeait, la façon dont elle tenait Marc. Il s'agissait de lui et d'elle, pas seulement de proximité, mais de quelque chose de plus profond. Ses doigts tremblaient alors qu'il tenait le verre de whisky. Le liquide s'est répandu, mais il ne s'en est pas rendu compte.
David a réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement d'une trahison. C'était quelque chose de plus, quelque chose qu'il ne pouvait ignorer. Cette prise de conscience le frappa comme un coup de poing dans le ventre. Elle était avec lui, non seulement physiquement mais aussi émotionnellement, d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. David était assis en silence, regardant l'écran, la dernière vidéo jouant dans son esprit. Il éteignit brusquement l'ordinateur portable et le referma brusquement. Le verre de whisky s'est renversé et s'est répandu sur le tapis, mais il n'a pas pris la peine de le nettoyer. Il resta figé, respirant lourdement, l'image du visage et du corps de Kelly gravée dans son esprit. Ce qu'il avait vu n'était pas un accident. C'était une trahison, calculée et effrontée. Elle n'a pas seulement couché avec Mark, elle a apprécié ça comme s'il n'était même pas sur la photo. Il s'est levé et est allé à la cuisine en train de saisir une bière au lieu du whisky. Le goût était plat comme de l'eau, mais il le buvait quand même. De retour dans le salon, il a recommencé l'ordinateur portable, rejouant les 30 premières secondes pour s'assurer que ce n'était pas seulement son esprit lui jouant des tours. C'était elle, sans aucun doute. Et ce n'était pas seulement une erreur. C'était quelque chose qu'elle vivait. Les pensées de David ont couru. Il imaginait s'asseoir avec elle, lui demandant pourquoi, en entendant ses excuses. Mais il ne voulait plus ça. Je ne veux pas ces larmes ou ces mensonges, pensa-t-il. Le pardon, une fois une possibilité éloignée, semblait désormais impossible. Je ne peux pas lui pardonner, pas maintenant. Kelly serait bientôt à la maison, de retour de son quart de travail. David ne savait pas ce qu'il ferait, montrer-lui la vidéo, la confronter ou ne se tait pas jusqu'à ce qu'il le comprenne. Mais une chose était claire, la femme qu'il aimait était partie et il ne savait pas comment la récupérer. Pour la première fois en une semaine, il ne ressentait rien, pas la colère, pas la douleur, juste le vide. C'était pire que toute autre chose. Les jours après cette nuit se sont sentis lents, comme marcher dans un goudron épais. David n'a pas bien mangé ni bien dormi, n'a travaillé que, a bu de la bière et a regardé les enregistrements. Il n'a pas beaucoup parlé à Kelly. Elle a posé les questions habituelles, mais il est resté silencieux en passant par les mouvements. Les enfants ont remarqué qu'il était parti, mais ils n'ont pas poussé. Sophie lui a tiré des photos et Ethan a posé des questions sur ses devoirs. David a donné des réponses simples, son visage vide, tout en lui pourrissant. À la mi-décembre, il avait collecté plus d'une douzaine de vidéos de rencontres de Kelly et Mark. Ils étaient rapides et sales, capturés dans le garage, par la clôture, dans la voiture, chacun de plus accablant que le précédent. C'était comme un spectacle qu'il ne pouvait pas arrêter de regarder. Il a étudié chacun, notant l'heure et le lieu. Un soir, alors qu'il était assis dans le garage avec une bière, David a remarqué une vieille imprimante dans le coin. Une idée l'a frappé, sombre et malade, mais avec un humour amer, il a décidé de faire un calendrier, un vrai, avec le visage de Kelly, son corps, sa trahison. Il s'est mis au travail ce soir-là, la maison vide, avec Kelly en quart de travail. En utilisant son ordinateur portable et son imprimante, il a créé un calendrier avec des images des vidéos. Il a sélectionné les moments les plus révélateurs, son rire, sa proximité rapide, les rencontres intimes. Chaque photo a été recadrée et agrandie avec des légendes courtes et cruelles, bonne année, voisine. Et rapide et précis. L'imprimante fredonnait car elle crachait la page après page, chacune plus satisfaisante que la précédente. Il ne s'agissait pas de vengeance, pas vraiment. Il s'agissait de rendre la vérité tangible. David a bu sa bière, a feuilleté le calendrier et gloussa amèrement. Sa colère était de trouver une issue, bien que la douleur s'attardait toujours. Le matin, David avait terminé le calendrier. 12 mois, 12 scènes, 12 rappels douloureux. Il l'appelait amour de voisinage, en gras et sans rouge. Il l'a imprimé, l'a caché dans sa boîte à outils mais savait que ce n'était pas la fin. Il avait besoin de quelque chose de plus, quelque chose qui frappait Kelly aussi fort qu'elle l'avait frappé. Noël venait et il se souvenait de leur rassemblement familial habituel. Cette année, il a décidé de faire quelque chose de différent. Il a acheté cardboard glue et une imprimante de couleur et pendant que Kelly travaillait, il a imprimé le calendrier, en utilisant à nouveau du papier brillant et des couleurs vives. Il a ajouté une photo de leur mariage, écrivant 15 ans plus tard en dessous. Puis il a fait un enregistrement, ses gémissements, ses grognements, leur rire, sauvés sur une clé USB pour la grande révélation. David imaginait comment cela se déroulerait, un dîner de Noël, les enfants qui ouvrent des cadeaux, puis ils se lèveraient,
annonçait une surprise et montrerait à tout le monde le calendrier, chaque cadre, chaque instant. Laissez-les regarder. Laissez Kelly comprendre qu'il savait tout. Il n'a pas répété les mots mais les actions, le projecteur, la vidéo et le regard dans ses yeux. Quand elle a vu tout cela exposé devant elle, Kelly ne soupçonnait rien. Elle s'est préparée pour les vacances, acheté des pulls pour les enfants, commandé de la dinde et parlé de décoration. David a aidé à hocher la tête, à faire semblant, mais chaque nuit, lorsqu'elle est partie pour son quart de travail ou s'est endormie, il a ajouté des détails au calendrier se concentrant en décembre. Son rire, son corps, sa trahison. La veille de Noël est arrivée avec une fine couche de neige et les décorations habituelles sont montées dans Maplewood. La maison était chaude et remplie d'odeurs de vacances. Les enfants étaient partis et David et Kelly ont été laissés pour des vacances pour adultes. Elle était de bonne humeur, décorer, chanter et suspendre une couronne, quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années. David a aidé silencieusement, mais son esprit était ailleurs, devenant vide à la minute. Kelly n'a pas remarqué, ou peut-être qu'elle ne voulait pas. À 19h, les invités sont arrivés. Madame Crawford a apporté sa célèbre tarte, Jimmy du bar a apporté de la bière. Les voisins sont arrivés avec du vin et des histoires. Mark s'est présenté en dernier, souriant à Kelly et saluant David avec un joyeux Noël décontracté. Kelly sourit trop facilement, tout comme elle l'avait fait dans les vidéos. David hocha la tête, mais à l'intérieur, il bouillonna. La maison était remplie de rires, de nourriture et de musique. Kelly était la vie de la fête, plaisantant, riant et remplissant les boissons. Mark était assis sur le canapé la regardant attentivement. David se tenait près de la bière de fenêtre à la main, silencieuse, regardant tout. Il parlait à peine, mais dans son esprit, le calendrier était prêt. La vérité attendait. À 20h, la chambre bourdonnait de boissons et de bavardages. Madame Crawford racontait une histoire et Kelly a révélé la musique. David a attendu que tout le monde soit assis, des assiettes remplies et des rires remplissant l'air. Puis il se leva, attira l'attention et s'éclaircia la gorge. « J'ai une petite surprise pour vous tous, dit-il. » Sa voix ferme mais cheval. Kelly haussa un sourcil, souriant. « Qu'est-ce que c'est, David ?» Essayant de nous divertir. Les invités ont ri. Jimmy a plaisanté, pas un homme de danse. Tout le monde gloussa, mais David n'a pas souri. Il a sorti un vieux projecteur derrière le canapé, l'a installé et a suspendu le calendrier sur le mur. Les pages brillantes brillaient sous les lumières de Noël. La photo de mariage de Kelly était la première image, elle dans une robe blanche, lui dans un costume bon marché. C'était mal. Kelly fronça les sourcils mais ne parlait pas. Le visage de Mark était tendu alors qu'il regardait de Kelly à David. David a cliqué sur le bouton du projecteur. Janvier, a-t-il dit, la première diapositive a illuminé Kelly en riant de la clôture, les mains de Mark sur elle. Bonne année, voisin. Le son s'allume. Son rire sonne, la pièce se figea. Madame Crawford a laissé tomber sa fourche. Jimmy a maudit mais n'a pas terminé sa phrase. Kelly a pâle, les yeux écarquillés mais elle est restée silencieuse. Mark avait l'air horrifié. David a encore cliqué. Février, la diapositive suivante a montré à Kelly contre le mur du garage, les mains de Mark sous sa veste. Le son était étouffé, presque animal. Est-ce chaud dans le garage ? Qu'elle a flashé sur le mur. La pièce se déplaçait inconfortablement. Kelly a serré ses poings mais n'a pas bougé. Elle regarda l'écran comme si c'était une phrase. En mars prochain, Kelly était à genoux dans la voiture de Mark, rapide et rugueuse, sa voix résonnait, « Allez !» Linda couvrit sa bouche, Tom se détourna. Mark n'a pas parlé, il a juste serré la mâchoire et regardé de l'écran à Kelly, puis à David. Les diapositives ont continué, chaque scène pire que la précédente. Rencontre rapide dans le garage, contre la clôture de la voiture. Les invités ont réagi différemment, certains regardèrent le sol, certains chuchotaient. Kelly n'a pas pleuré ni crié, elle était juste raide, paralysée. Enfin, décembre, la banquette arrière de la voiture, Kelly gémissant, riant, joyeux Noël, quel. Le son a rempli la pièce, sa voix et sa respiration sur le ruisseau du siège. La pièce est devenue silencieuse. Le seul son, le feu crépitant en arrière-plan. David a éteint le projecteur, a déconnecté le lecteur flash et l'a jeté sur la table. Il jeta un coup d'œil à Kelly, puis à Mark,
puis dans la chambre des invités stupéfaits. Bonnes vacances, dit-il, sa voix vide, sans émotion. Il a attrapé sa veste, une bière et est sorti. La porte claqua derrière lui. La chambre était calme pendant quelques secondes avant que le chaos n'éclate. Linda a commencé à emballer ses affaires, marmonnant à propos de partir. Tom a suivi. Madame Crawford se leva en secouant la tête. Jimmy a attrapé sa bière et s'est glissé. Mark est resté assis en regardant Kelly qui n'a pas répondu. Elle sorta juste silencieuse par la porte arrière. Kelly se tenait dans le salon en regardant le calendrier accroché au mur, la photo de mariage, un rappel fantomatique de tout. Elle s'approcha, l'a déchirée et l'a jetée dans le feu. Le papier s'est bouclé et brûlé, mais cela n'avait pas d'importance. Les dégâts avaient déjà été causés. Elle s'est effondrée sur le canapé couvrant son visage, mais il n'y avait pas de larmes, juste le vide à l'extérieur. David se tenait près de son camion, terminant sa bière tandis que la neige fondait sur sa veste. Il a entendu les invités partir, la porte claquant, mais il n'a pas regardé en arrière. Il avait fait ce qu'il devait faire. Il lui avait montré la vérité. Laissez-les régler. Il pensait qu'il était monté dans le camion, a commencé le moteur mais ne s'est pas éloigné. Il était juste assis là en regardant la maison de Mark, les lumières maintenant éteintes. C'était probablement la fin, mais David ne le ressentait pas encore. Juste un étrange soulagement, un vide silencieux. Le matin après Noël était froid et gris. La neige avait fondu dans la neige fondante, laissant des stries sales sur les trottoirs de Maplewood. La maison Grayson était étrangement calme, pas de musique, pas d'enfants, pas de parfum de café. Kelly s'est réveillée sur le canapé, en éblouissante de s'endormir après la fête. Ses cheveux étaient emmêlés, son visage dessiné et les événements de la nuit semblaient peser sur elle. Elle est entrée dans la cuisine, a versé de l'eau mais n'a pas bu. Elle regarda simplement par la fenêtre la rue vide. David n'était pas revenu hier soir. Son camion était parti avant minuit et elle ne savait pas où il allait. Il est revenu vers 10 heures. La porte s'ouvrit tranquillement et il entra avec la même veste, son visage dur que la pierre, sans mots. Il a placé les clés de la maison sur le comptoir. Kelly se tourna et se figea. Il avait l'air différent, plus âgé, avec des lignes plus profondes autour de ses yeux, un chaume, plus épais qu'auparavant. Mais ses yeux étaient creux. « David » a-t-elle demandé, voice raw. « Où étais-tu » Il n'a pas répondu. Il a dépassé la chambre dans la chambre et a commencé à emballer un sac méthodiquement, comme s'il se préparait pour un quart de travail. « Ne partez pas, me parlez, chuchota T.L., David s'il vous plaît. » Il ne l'a pas regardé. Il a attrapé des bottes sous le lit, les a zippées dans le sac, puis est allé à la salle de bain en jetant sa brosse à dents et son rasoir à l'intérieur. Kelly se rapprocha, la voix désespérée maintenant. « Mais tu ne peux pas simplement partir après tout ça plaida T.L. Mais tu vas vraiment garder le silence ? Dites quelque chose. » Finalement, il se tourna pour lui faire face, ses yeux rencontrant les siens pour la première fois ce matin-là. Sa voix trembla en attendant quelque chose, n'importe quoi. Mais tout ce qu'il a dit était plat et calme, comme s'il disait le temps. « La maison est à vous, a-t-il dit. Les enfants ont besoin d'une maison. Je pars. » Elle a attrapé sa manche, la voix tremblant. « Non, tu ne peux pas simplement partir. Vous m'avez humilié devant tout le monde, Mark, les voisins, tout le monde. Maintenant, vous vous éloignez. » Il la secoua, doucement mais fermement. « Il n'y a rien à expliquer, Kelly. J'en ai vu assez. » Elle recula, son cœur battant la course. Ce fut une erreur, elle balbuqua, ses mots tombant rapidement. Cela ne voulait rien dire. J'étais confus, mais je t'aime. Nous pouvons résoudre ce problème pour les enfants, pour nous. Il se tenait immobile, la regardant mais n'entendant rien. Juste sa peur, sa tentative de conserver quelque chose qui a déjà disparu. David s'est détourné et a pris sa veste du canapé. Elle se précipita vers lui, saisissant son épaule, le tournant vers elle. « Tu ne peux pas me quitter comme ça, » cria-t-elle, des larmes coulant sur son visage. « S'il vous plaît, David, restez, donnez-moi une chance, je ferai n'importe quoi. » Il la regarda plus longtemps cette fois. Il a vu ses larmes, son désespoir, la femme qu'il aimait depuis 15 ans. Et puis il a prononcé les mots qui l'ont complètement brisé, « Je ne sais pas si Ethan et Sophie sont à moi », a-t-il dit tranquillement.
Je vais passer un test lorsque je déposerai un divorce. Elle se figea la bouche ouverte sous le choc. Les larmes se sont arrêtées. Son corps a fait froid. Les mots ont été plus profonds que tout ce qu'il aurait pu dire. Elle voulait crier pour se défendre, mais les mots ne viendraient pas. David n'a pas attendu sa réponse. Il attrapa son sac, les clés des camions et ouvrit la porte. L'air froid se précipita alors qu'il sortait de la porte, se rapprochant tranquillement derrière lui comme une période. À la fin d'une phrase. Kelly se tenait là un instant, le silence de la maison avalant son trou. Elle coulait à genoux dans le couloir, ses mains couvrant son visage. Alors que les larmes commençaient à tomber lentement et uniformément comme la pluie, David est parti sans regarder devant la maison sombre et vide de Mark et hors de Maplewood. Il ne s'est pas arrêté, n'a pas regardé en arrière. Il n'arrêtait pas de conduire le poids de tout ce qui le tire vers le bas, mais il ne ressentait toujours que l'épuisement. De retour dans la maison, Kelly est restée seule. Elle connaissait la vérité sur les enfants, mais les paroles de David sur Ethan et Sophie se sentaient comme une dernière rompre de leur connexion. Cela faisait mal, non pas parce que c'était vrai, mais parce que cela a été dit avec l'intention de détruire tout ce qu'il restait. Et ça a marché. David est arrivé dans un motel bon marché à la périphérie de Hilliard, a loué une chambre pour $40 et a jeté son sac sur le lit. Il s'est assis près de la fenêtre, a sorti son téléphone et a envoyé un texto à un avocat auquel il avait été référé il y a quelques années lors d'une affaire de divorce. J'ai besoin d'aide pour divorcer. Je vais appeler demain. Il a éteint le téléphone et s'est versé un verre, le même whisky de la nuit avant, et l'a avalé. Il n'a pas crié ni causé de scène. Il est simplement parti aussi tranquillement qu'il avait vécu toutes ces années. La maison était maintenant Kelly et il a fini. Le divorce serait rapide, pas besoin de drame, ne faisant que prendre la moitié de ses économies, un test de paternité et un départ. Il ne se souciait plus du pardon. Pendant des jours, il a dérivé le brouillard. Le motel était inconfortable, lit grincheux, blanchiment, draps parfumés et tout lointaine de la salle voisine. Mais David s'en fichait. Il n'a pas appelé Kelly, n'a pas vérifié les enfants et n'a pas répondu à ses appels. Il a envoyé un bref message à sa sœur Marge, « Vous avez les enfants jusqu'au nouvel an, je vais le trier, mais je n'ai pas expliqué. » Il avait déjà fait ce dont il avait besoin. Le vide le rongea. Ce n'était pas de la colère ou de la tristesse, mais un rhume en voiture pour terminer ce qu'il a commencé. Le calendrier a brûlé, mais les enregistrements sont restés. Le 28 décembre, il s'est assis à la table branlante, a ouvert son ordinateur portable et a téléchargé toutes les vidéos, 12 clips chacun, un rappel de la trahison de Kelly. Il les a compressés dans une archive nommée Maplewood Memory, puis a trouvé les adresses e-mail des voisins. Madame Crawford avait AOL, Tom et Linda avaient Gmail et Jimmy était plein de chiffres, des contacts échangés sur l'aide du quartier. David a écrit un court email franc, « Bonjour à tous, c'est ce qui était sous notre nez, bonne année. » Il a attaché les archives et l'a envoyé à 10 personnes. Ensuite, il a téléchargé les archives sur le groupe Facebook de son syndicat avec la légende « Mon ex et le voisin apprécie ». Il savait que certains riaient, d'autres diraient se procurer, mais tout le monde regardait. La dernière étape était le groupe Facebook de la communauté de Hilliard, où les habitants ont échangé de vieux meubles et se sont plaints de bruit. Il a publié le calendrier, 12 mois de Kelly et Mark, chaque mois, sous-titré avec des remarques mordantes, Kelly Grayson et Mark Taylor sont les stars de Maplewood. Placez vos paris sur qui est le prochain. Il ne l'a pas relu, je l'ai simplement envoyé et fermé son ordinateur portable. 1 heure plus tard, son téléphone a bourdonné d'appels et de notifications, mais il n'a pas regardé. Il savait que la tempête se préparait. Madame Crawford se croiserait, Jimmy riait et la transmettrait à ses copains. Toute la ville connaîtrait et Kelly et Mark deviendraient le centre de leur potin scandaleux. À midi, Kelly l'avait vu. La maison était vide, les enfants de Marge et elle étaient assises en silence, le même calme qui avait rempli la maison. Après le départ de David. Elle a essayé de l'appeler, le suppliant de revenir et de parler, mais il n'a pas répondu. La vérité était sortie. Le matin après Noël, il était froid et gris, la neige s'était transformée en neige fondante et la joie de vacances habituelle était éloignée. Kelly s'est réveillée sur le canapé, groggy et ébouriffée, les événements de la nuit s'enfonçant toujours. Elle a vérifié son téléphone et a vu le message de David au voisin. Elle a ensuite vu l'email des archives qu'il avait envoyé. Alors que les vidéos jouaient, son monde s'est effondré. Le barman du Rusty Tab lui a envoyé un texto, « Savez-vous ? Vos vidéos sont dans le groupe syndical, tout le monde rit.
Elle a laissé tomber le téléphone, sans répondre. Ensuite, un voisin a publié un lien sur le centre communautaire Iliar. Kelly l'a ouvert, 300 likes, 150 commentaires. Les analyses du calendrier avec elle et Marc étaient là. Les commentaires ont été inondés. D'un choc à Maudet, elle a fermé l'ordinateur portable. Mais il était trop tard. Son téléphone a bourdonné, des messages non-stop inondants. Elle a couru dehors et a regardé la maison de Marc. Les lumières étaient éteintes. Sa voiture était partie. Il était parti comme tout le monde. Elle s'est effondrée sur le canapé, son visage dans ses mains. Tout le monde me connaît maintenant, chuchota-t-elle. Elle n'était plus Kelly Grayson, la sympathique barman et mère. C'était celui qui a pris la caméra avec son voisin. Les chuchotements et les rires la suivraient partout. Marc a appris plus tard qu'il avait passé la nuit chez son frère à Dublin à essayer d'éviter le gâchis. Mais son frère lui a montré le message Facebook en riant. Marc l'ouvrit, vit son visage sur chaque diapositive. Les commentaires se sont moqués de lui. Son frère l'a envoyé à ses amis et les blagues ont commencé. Même le groupe syndical, où Marc traînait parfois avec David, bourdonnait. Marc a éteint son téléphone mais les dégâts ont été causés. Pendant ce temps, David était dans un motel engourdi. Les notifications avaient cessé. L'avocat a confirmé sa réunion pour le 2 janvier, David n'a pas ressenti de joie ou de satisfaction, juste un sentiment de vide. Kelly et Marc étaient devenus la blague de la ville et tout le monde savait ce qui s'était passé. Mais il n'essayait pas de les détruire, il voulait juste qu'ils sachent. Il a tout vu et ils ont compris. En janvier, David avait évolué. Il a loué un petit appartement à Dublin, laissant tout derrière dans la maison. Le divorce progressait rapidement. Il ne se battait rien, sauf un test de paternité, entraîné par une curiosité froide. 2 semaines plus tard, les résultats sont revenus. Ethan et Sophie n'étaient pas à lui. Le match ADN était inférieur à 1%. David n'a ressenti aucun choc, aucune colère, juste le vide. Les enfants qu'il avait élevés, aimés et pris en charge n'étaient pas les siens. L'illusion de sa famille était terminée. Kelly est restée à la maison sur Maplewood, cachée derrière des rideaux fermés. Après la diffusion du calendrier et que les potins de la ville se sont répandus, elle s'est complètement retirée. Les fenêtres sont restées fermées et le porche s'est empilé avec des ordures. Elle a envoyé les enfants à sa mère à Cincinnati. Cela prend du temps, a-t-elle dit, mais pour David, le temps était déjà passé. La vérité était sortie et il a fini. Après que tout s'est effondré, Kelly a été laissée seule, piégée dans sa propre maison. Elle a cessé de répondre aux appels et aux SMS. Elle a perdu son emploi au robinet Rusty après. Les clients ont ri et les voisins ont cessé de visiter. Madame Crawford a laissé une tarte à la porte, mais Kelly ne l'ouvrait même pas. Elle s'assit dans l'obscurité en sirotant du vin bon marché et en regardant le mur. Le téléphone est resté mort et le téléviseur était silencieux. Elle s'en fichait. Elle avait vu le test de paternité et la réalité l'avait écrasée. La lettre de l'avocat a confirmé ce qu'elle craignait, ce n'était pas Marc qui a engendré ses enfants. Mais elle ne pouvait pas faire face à la vérité. Sa vie, sa famille, tout ce qu'elle savait, a été brisé. Marc a disparu après cette nuit. Personne n'a vu sa Dodge et son nom est devenu une blague. Il est parti sans un mot. Pas d'appel, pas de message, juste parti. Ses collègues de la boutique ont déclaré qu'il ne s'est pas présenté après le Nouvel An. Certains ont dit qu'il était allé chez son frère, mais personne ne le savait avec certitude. Marc avait disparu et la puanteur de sa trahison pendait sur Maplewood. David, en revanche, s'est déplacé tranquillement. Il est allé travailler, a agité des drapeaux, a bu du café avec les gars et est resté seul. Il connaissait le divorce, mais personne ne posait de questions. Il s'est débarrassé des caméras et a effacé les images. Il n'avait plus besoin de savoir. Le fardeau était maintenant les villes à porter. À la fin de janvier, il a commencé à se sentir plus léger. Le vide dans sa poitrine a commencé à s'estomper lentement. David a acheté quelque chose pour son nouvel appartement, juste des bases, une lampe, une télévision bon marché et une cafetière. Il regarda de vieux films et se rattrapa parfois presque souriant, pas par joie mais parce qu'il était toujours en vie. Il n'a pas appelé ses enfants. Il ne pouvait pas encore se résoudre à leur dire la vérité. Marge l'a tenu au courant, mais il n'a répondu qu'avec « je vais le comprendre ». Le 30 janvier, il est entré dans un bar à Dublin.
Il a commandé une lumière Miller et s'est assis tranquillement. Une demi-heure plus tard, un homme dans une veste de cardiaque car était assis à côté de lui. « Tu es le gars avec le calendrier, c'est vrai ?» a-t-il demandé. David hocha la tête. « Pour lui, dit-il, levant son verre. L'homme leva son verre dans un toast silencieux. « Pour votre dignité, mon frère, tout le monde ne l'aurait pas fait. » David a fait un léger sourire presque imperceptible alors qu'il teinte des lunettes. Le whisky brûlait, mais la chaleur s'est répandue à travers lui. Pour la première fois depuis des mois, il a senti que quelque chose se déplaçait en lui. Il ne s'agissait pas de l'héroïsme ou de la victimisation, c'était juste lui survivant, passant par la tempête et peut-être que tout n'était pas perdu.